m'appelle Diane Lawson. Je suis directrice des partenariats stratégiques pour les secteurs du commerce et du tourisme chez Google. Et je gère la relation avec des partenaires stratégiques tels que l'Association familiale Mullier, l'AFM. L'AFM, pour ceux qui ne connaissent pas cette entreprise, c'est un écosystème d'entreprises autonomes qui comporte des marques bien présentes dans notre quotidien. Par exemple, Leroy Merlin, d'où la présence de Dominique, mais aussi Decathlon, Auchan, Kiabi, Flunch, Boulanger. Enfin bon, je ne vais pas tous les citer parce que ça serait trop long. Et aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle générative. C'est la révolution technologique du moment. Et d'ailleurs, Cyril mentionnait ça tout à l'heure. Et on a pu le voir qu'en fait, ça touche un peu toutes les entreprises, y compris les PME. Et en fait, quand on passe à l'intelligence artificielle générative, on pense à quoi? On pense par exemple à des expériences clients personnalisées, à une efficacité opérationnelle décuplée. Et aujourd'hui, qui de mieux que Leroy Merlin pour nous parler de ce sujet? Parce qu'en fait, Leroy Merlin est un véritable pionnier de l'innovation au sein de l'écosystème de l'AFM. Dominique, pour commencer, ce serait bien que tu te présentes et que tu nous indiques comment est-ce que tu es parvenu à devenir le Deputy Chief Data Officer de Leroy Merlin. Wow, super intro, merci Diane. Quelques mots pour me présenter, sans durer trop longtemps parce que ce n'est pas ça qui vous intéresse forcément. Moi, je suis diplômé d'une grande école d'ingénieur, Centrale Supélec, pour ceux qui connaissent. Et j'ai fait 13 ans dans la banque et l'assurance au sein du Crédit Agricole où j'ai fait pas mal de métiers. J'ai fait pas mal de métiers, mais je ne vais pas tous les citer pour en prendre quelques-uns. Ceux qui connaissent le monde de la banque, j'ai commencé par quelques années d'inspection générale où je visitais notamment toutes les filiales un peu partout dans le monde pour s'assurer de l'efficacité des processus bancaires parce qu'on balade quand même quelques milliards d'euros sur la planète et c'est quand même un jeu à contraintes importantes. J'ai eu la chance aussi dans la filiale assurance du Crédit Agricole de monter les premières plateformes Big Data à l'époque. Donc quand on commence à parler de Big Data, qu'est-ce que ça veut dire? Comment collecter la data? Comment est-ce qu'on arrive à dompter ces technologies? Et j'ai fini dans la banque par un poste où j'étais responsable d'un système d'information dans le monde du trading, où on promenait 200 milliards sur les marchés financiers entre Paris, Londres, New York, Singapour, Hong Kong, etc. Et donc j'avais en charge tout ce système d'information. Et au bout de 13 ans dans la banque, je me suis quand même posé la question de peut-être tenter une autre expérience dans ma vie. Et j'ai complètement shifté en gardant mes domaines d'intérêt, qui étaient quand même la tech, la data et tout cet écosystème-là, et tenter un secteur différent, avec un écosystème différent, une entreprise non cotée au CAC 40, avec une gouvernance différente. Et donc aujourd'hui, j'ai la chance d'animer 95 personnes chez Leroy Merlin, en charge de la data et de l'intelligence artificielle. Quel beau parcours. Alors, comment est-ce que tu as anticipé l'arrivée en fait de l'intelligence artificielle générative chez Leroy Merlin? Qu'est-ce qui t'a poussé à investir si tôt dans cette technologie? Parce qu'au début, les entreprises étaient toutes un peu à tâtons, ne savaient pas comment prendre le sujet. Comment tu as fait en fait? Je dirais en fait ça a été plutôt naturel. Ça a été plutôt naturel si on reprend un petit peu l'histoire de Leroy Merlin. Finalement, Leroy Merlin, comme beaucoup d'entreprises, grosses entreprises en tout cas, s'est lancé dans cette aventure du big data, d'essayer de faire des choses, de commencer à recruter ses premiers data scientists, de faire de l'IA. Et il y a eu pas mal de jalons comme ça qui ont été importants. Donc on a commencé par recruter, je pense, il y a entre 5 et 6 ans, à peu près des personnes compétentes sur ce genre de métier. Un vrai palier qu'on a franchi à un moment, c'était quand on a commencé à migrer vers des technologies cloud. On est aujourd'hui un des acteurs avec un des plus gros partenariats en France et en Europe avec Google pour partir sur des technologies qui nous permettent de faire de la data et de l'IA. Et ça fait 3-4 ans qu'on a quand même pas mal de vrais use cases qui sont portés par l'IA aujourd'hui. Si je prends quelques exemples, mais quand vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez n'importe quoi, ça vous renvoie, on espère le bon produit, c'est de l'IA qui est derrière. Quand vous allez en magasin et vous regardez les produits qui sont affichés, c'est quand même de l'IA qui recommande au magasin, tiens, tu as plus de probabilité de mettre celui-là parce que c'est ce genre de produit qui aura le meilleur taux de conversion, statistiquement parlant, d'après ce qu'on estime. Quand vous faites de la marketplace, tous les produits qui rentrent, comment on analyse leurs caractéristiques, etc. Donc, c'est quand même pas mal d'algorithmes qui viennent doper ces processus depuis quelques années. Et après, un truc qui était intéressant quand même en 2023, 2022-2023, beaucoup d'entreprises et beaucoup de personnes finalement sur Terre ont entendu parler de ChatGPT et compagnie. Et ça a été un accélérateur pour beaucoup de choses. Parce que finalement, je dirais que le monde d'avant, c'était on avait de l'IA dans les processus
Et maintenant, en fait, on se retrouve avec tout le monde qui s'intéresse à l'IA, qui se dit, tiens, et si je me mettais à faire du ChatGPT, du Gemini, etc., pour tenter des choses. Donc finalement, c'est aussi une attraction naturelle qui est venue de l'ensemble des collaborateurs d'une entreprise, qui a fait qu'on a dû finalement pivoter et s'intéresser encore plus à l'IA qu'on le faisait précédemment, alors qu'on pensait déjà le faire beaucoup. Ben, maintenant, on veut du concret concernant l'intelligence artificielle générative. Tu nous as donné des exemples d'intelligence artificielle, mais là, plus spécifiquement dans le génératif, est-ce que tu peux nous dire comment c'est mis en pratique chez vous? Est-ce que c'est mis en pratique, par exemple, pour améliorer l'efficacité opérationnelle? Est-ce que c'est mis en pratique pour améliorer la productivité des collaborateurs? Ou est-ce que vous l'utilisez avec vos consommateurs? On peut prendre la question avec pas mal d'angles différents, mais quand je reprends un petit peu l'histoire de l'IA chez Leroy Merlin, du coup, du jour au lendemain, en fait, on s'est retrouvé avec des gens de tous les côtés qui se sont mis à tester ce genre de solution. Donc, ils l'ont fait, certains en mode un peu shadow, un peu en allant payer eux-mêmes avec leur carte bleue des solutions, se disant, tiens, peut-être que ça peut m'apporter des choses dans mon quotidien. Et finalement, une des premières réactions qu'on a eues, on s'est dit, tiens, il faut qu'on propose quelque chose pour l'ensemble des collaborateurs de la boîte qui voudraient faire des choses. Donc, par exemple, on a été parmi les premiers en France à essayer de contractualiser avec OpenAI sur leur offre ChatGPT Enterprise qui permettait de garantir la sécurité, etc. Et derrière, on a avancé pas mal aussi avec Google sur d'autres solutions. Mais la première réponse qu'on a voulu apporter, c'est l'IA générative pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut proposer à tout le monde pour qu'ils commencent à faire des choses avec de l'IA générative. Et après, observer ce que les gens commençaient à faire avec l'IA générative. Donc, on a commencé à avoir des gens qui ont rédigé des mails, qui se sont servis de ChatGPT ou de Gemini pour aider à rédiger des mails, qui ont commencé à faire des posts LinkedIn, qui ont commencé aussi dans le marketing à générer des images pour les aider dans leur réflexion, etc. Donc, il y a quand même des choses qui sont apparues petit à petit dans notre organisation et on voyait que ça se déployait quand même à une vitesse assez impressionnante parce que finalement, tout le monde s'y lançait de manière plus ou moins importante. Après, on a commencé à avoir... Donc, en fait, au début, c'était vraiment un peu de manière empirique, chacun dans son coin a vu cette révolution arriver et a voulu prendre les outils en main. Et ensuite, vous allez chercher un peu à canaliser et cadrer tout ça. Complètement. Complètement. Et c'est ça qui a été intéressant parce que finalement, il y en a qui trouvaient ça génial et pour des bonnes raisons, qui disaient, tiens, ça me facilite ma vie lorsque je rédige un mail, lorsque je dois publier, lorsque je dois générer quoi que ce soit. Et à un moment, quand même, on atteint des limites avec toutes ces technologies assez génériques. Et c'est là qu'on s'est dit, tiens, finalement, les gens n'arrivent pas à faire ça, mais pensent que c'est une bonne idée, avec des produits un peu génériques. Et c'est là que les équipes, du coup, un peu plus spécialisées sur l'IA, les data scientists interviennent. C'est là où les équipes interviennent, où on a construit, par exemple, des chatbots sur de la documentation interne pour faire un chat GPT ou un Gemini augmenté par nos données internes dans l'organisation pour vraiment rendre plus spécifiques ces technos-là. On a essayé de travailler aussi sur des choses beaucoup plus customisées dans nos process. Par exemple, aujourd'hui, quand sur le site Internet, vous voyez des descriptions de produits, des choses comme ça, du coup, c'est beaucoup couplé aujourd'hui à de l'IA générative pour aider à générer des descriptions de produits et les adapter au mieux par rapport à ce qu'on pense être les bons arguments pour vendre aussi les produits qu'on met en avant. Et un cas concret en ce moment, mais aujourd'hui, on est vraiment dans la saison de la renégociation avec tous nos fournisseurs. Et du coup, on a créé des compagnons fournisseurs virtuels pour essayer de simuler des négociations avec, tiens, tu vas aller attaquer un fournisseur qui va être agressif, tu vas être dans un fournisseur qui sera très éco-responsable, tu vas être face à un fournisseur qui sera très, très regardant sur le prix. Et donc, on essaie quand même de construire des choses beaucoup plus sur mesure par rapport à nos modes de fonctionnement aujourd'hui. Et c'est là où, finalement, on a le distinguo entre ce qui était vraiment généraliste d'un côté et ce qui est vraiment customisé et sur mesure par rapport à nos process internes de l'organisation. Et là, dans les exemples en fait, que tu montres, c'est que l'intelligence artificielle générative est vraiment un soutien, un coach, un facilitateur dans le quotidien des collaborateurs, en fait. Et ne remplace pas les gens, mais est là pour aider, de ce que je comprends. Ça, c'est une super question parce qu'un truc qui est arrivé quand même avec l'IA générative, c'est Leroy Merlin, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est une boîte qui fait à peu près 30 000 personnes. Vous avez 26-27 000 personnes qui sont en magasin et 2-3 000 à peu près qui sont au siège. Et donc, forcément, dans les magasins, en fait, c'est une population assez intéressante. Beaucoup de jeunes, beaucoup de reconversions professionnelles et beaucoup de gens qui ne naviguent pas dans cet écosystème de l'IA, etc. Et moi, j'ai été bombardé par des directeurs de magasins qui me disent « Tiens, j'ai mes collabs, franchement, ils sont en train de se poser la question de est-ce que vous allez nous remplacer par des intelligences artificielles ?» Super question, franchement, pour un commerçant, se dire « Tiens, on a 27 000 personnes et si on les remplaçait par de l'IA, imaginez le super héroïque qu'on peut aller chercher derrière. »
Réponse, pour l'instant, ce n'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça, parce que finalement, quand on regarde la littérature de l'IA, on se dit qu'il y a des choses sur lesquelles l'IA va augmenter les collaborateurs, et c'est plus sur ça qu'on est aujourd'hui. Comment est-ce que finalement, un conseiller de vente, on va l'aider à vendre des produits qui sont compliqués, parce que quand vous vendez une rénovation de salle de bain, que vous vendez de la plomberie, etc., ça reste comme des métiers qui sont compliqués. Et donc aujourd'hui, on est beaucoup dans une approche d'augmenter nos collaborateurs, à la fois pour les permettre d'être plus efficaces dans leur quotidien, mais aussi pour aller un peu plus loin dans ce qu'ils peuvent faire. Donc, comment est-ce que j'augmente un collaborateur pour qu'il en sache plus sur la plomberie? Comment est-ce que je l'aide à répondre à des questions techniques lorsqu'il est face au client? Comment est-ce que j'accompagne les processus de formation de mes collaborateurs pour qu'eux-mêmes arrivent à cranter un petit peu plus sur cette techno de l'IA et ce que ça peut leur apporter? Est-ce que tu peux parler maintenant un peu plus d'impact et peut-être en chiffres? Donc, tu as commencé à le faire, mais est-ce que tu as... c'est parfois un peu délicat de parler de chiffres. Donc, je ne sais pas ce sur quoi tu as envie de communiquer, mais indiquer un peu l'impact en termes d'IA générative pour Leroy Merlin. De toute façon, on s'est toujours posé la question de comment mesurer au mieux ce que pouvaient nous apporter ces investissements qui ne sont pas neutres quand même dans une organisation. Aujourd'hui, on n'a pas fait le choix de dire tiens, on va remplacer des gens par de l'IA, et ça aurait été le truc le plus simple à mesurer parce que c'est assez mathématique et ce n'est pas le choix qu'on fait. Le choix qu'on fait, c'est de se dire l'IA vient augmenter les collaborateurs, donc comment est-ce qu'on arrive à mesurer ça? On mesure ça déjà par un taux d'utilisation, et en fait, on se rend compte quand même que l'adoption de tous ces produits est assez exponentielle parce que dès lors qu'on met ce genre d'outils à disposition des collaborateurs, que ce soit des gens qui soient plutôt tech natives ou même dans des magasins, etc., avec des gens qui sont moins dans ce milieu-là, ça décolle tout de suite. Ça décolle tout de suite, et quand on les écoute individuellement, la plupart disent que tiens, sur tel ou tel geste métier, ça me fait changer mon efficacité et gagner en efficacité quand même dans ce qu'on fait. Donc il y a quand même des choses qui sont difficilement mesurables, mais quand on discute avec les gens, on voit qu'il y a des choses quand même. Et après, sur certains process très opérationnels du type, par exemple, je pense à la marketplace, la manière dont on génère les contenus de production de nos produits, là on voit quand même une amélioration de la qualité de nos descriptions de produits de manière assez facile, et que c'est ça qu'on peut mesurer, parce qu'on a quand même des mesures qui permettent de mesurer est-ce que nos descriptifs sont conformes aux produits, est-ce qu'on est sur les bonnes caractéristiques, est-ce qu'on a finalement les critères de qualité qu'on attend par-dessus. Je te propose de parler de défis maintenant. Ça n'a pas dû être de tout repos de commencer à appliquer comme de l'intelligence artificielle générative chez Leroy Merlin. Alors, en fait, comment est-ce que tu t'y es pris? Quels ont été tes défis, tes challenges d'un point de vue déjà opérationnel? Les collaborateurs, ils ont dû prendre cet outil en main. D'un point de vue algorithmique, et peut-être que tu parleras des hallucinations. D'un point de vue éthique, quels sont les défis et challenges que tu as rencontrés? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, et je pense que le premier défi majeur sur lequel on a dû travailler, c'était les gens se rendaient compte que c'était génial, mais pas magique. Pas magique parce que des fois, n'importe quel produit de ChatGPT ou Gemini peut donner une mauvaise réponse à une question qu'on donne parce qu'il n'a pas trouvé la bonne donnée, parce qu'il est un peu biaisé, parce que, etc. Donc il y a des milliards de réponses qui font que ces algos ne sont pas toujours magiques non plus et sont des fois un peu déceptifs parce qu'on essaie de les utiliser, on pense que ça peut faire ça et puis finalement ça fait un peu moins que ce qu'on avait imaginé. Donc il y a toujours un côté déception qu'on retravaille beaucoup avec des utilisateurs parce que est-ce que le problème vient de la techno en elle-même ou est-ce qu'elle vient du fait que c'est une techno sur laquelle on se dit on a des efforts de customisation à faire pour faire en sorte que ce soit plus adapté à notre contexte? Je prends un cas simple, mais par exemple, le monde du bricolage, c'est quand même un monde qui est spécifique, un monde qui est technique sur comment changer un robinet, sur comment poser des choses compliquées. Et ben, du coup, vous n'avez pas forcément la donnée qui est disponible de manière native sur Internet. Et du coup, comment est-ce qu'on arrive à recustomiser ces algorithmes pour qu'ils prennent en compte nos spécificités? Ça, c'est une des réponses importantes qu'on a apportées. Et c'est là où on avait la chance déjà d'avoir depuis 3-4 ans des data scientists qui avaient beaucoup exploré toutes ces technologies-là et tous ces algorithmes qui étaient derrière. Le deuxième défi qui me paraît important, c'est ça nous replonge nous-mêmes sur nos fondamentaux aussi. Sur nos fondamentaux parce qu'on se dit, on a des algorithmes qui viennent prendre de la donnée sur Internet et des bouquins et de tout ce qu'ils peuvent capter et qui vont générer des choses à partir de ce qu'ils ont pu capter partout. Mais finalement, ce que ces algorithmes n'ont pas, c'est la data qui est interne à des entreprises comme Leroy Merlin. Et aujourd'hui, en tant que premier acteur en France sur ce secteur-là, en fait, on considère qu'on a un patrimoine de data qui est ultra important. On a un patrimoine de data qui est différenciant par rapport à la concurrence, parce que ce que tous ces acteurs qui rêveraient d'avoir, du coup, c'est notre data. Ce que ChatGPT rêve d'avoir, et par exemple, ça a été le cas dans les discussions qu'on a pu avoir avec OpenAI lorsqu'on a contractualisé, c'est on veut bien utiliser votre solution, mais par contre, notre data, elle reste à nous.
Et donc, ça tire quand même des questions sur c'est quoi notre patrimoine data et comment je fais pour le maîtriser. Donc, ça tire des sujets de comment est-ce que je le catalogue, comment je maîtrise sa qualité, comment est-ce que je gère son cycle de vie, etc. Et là, c'est vraiment les fondamentaux, quels sont les assets de l'organisation et comment je fais pour valoriser cet asset que j'appelle la data au maximum chez Leroy Merlin. Et après, troisième défi important, c'est la techno. La techno parce que avec finalement, lorsque vous mettez sur LinkedIn que vous êtes Chief Data Officer, du coup, vous êtes harcelé de tous les côtés par des gens qui vont vous sortir des choses nouvelles, plus ou moins matures d'ailleurs, et qui répondent quand même à des besoins parce qu'à chaque fois, on voit des startups se lancer de tous les côtés qui ont des solutions qui répondent à des vrais besoins et ça, on y croit. Et avec par contre une maturité et une réponse aux besoins qui est plutôt aléatoire par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc on voit des startups avec une capacité à faire des levées de fonds incroyables qui proposent aujourd'hui des solutions assez moyennes malgré tout. Et donc réussir à naviguer dans ce monde-là où l'ensemble des boîtes comme nous sont approchées par plein d'acteurs. Et moi, je suis approché par des acteurs, mais j'ai aussi tous nos métiers et les 30 000 collaborateurs chez Leroy Merlin qui sont aussi approchés par des milliards d'acteurs. Et faire le tri dans tout ça, c'est quand même un vrai challenge au quotidien auquel on est confronté. Ça doit aussi être un challenge de voir ce que vous devez faire vous-même et de ce que vous devez aussi externaliser, quoi. Exactement. Et l'arbitrage n'est pas toujours évident. La vélocité, le respect de vos données. Exactement. Et là, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a plusieurs choix. Enfin, il y a le choix de faire soi-même en partant d'une feuille blanche ou faire soi-même en prenant des technologies, plutôt des services managés, des plateformes as a service telles que Google pourrait proposer, qui permettent quand même d'enclencher un certain nombre de choses assez rapidement dans nos manières de faire. Également des partenaires pour l'implémentation, peut-être des cabinets de conseil ou autres. Exactement. Et si tu devais donner des conseils à des entreprises qui veulent se lancer dans l'intelligence artificielle générative, quelles seraient des bonnes pratiques? Quels sont aussi des pièges à éviter? Moi, j'ai des conseils sous différents axes. Enfin, je me permets de partager des conseils parce que du coup, c'est la question qui m'est posée, mais c'est toujours dur de répondre à ces questions. Moi, le premier conseil, en tout cas, que je donne... Personne n'a le manuel et toutes les questions. Enfin, vraiment, nous non plus. Mais après, tu as quand même pas mal d'expérience, donc ça sera forcément, a priori, utile pour le public. Merci, Diane. Moi, j'ai des conseils déjà au niveau de l'individu. Au niveau de l'individu, de nous, sur nous. Et en permanence, se poser la question de, du coup, comment est-ce que j'utilise l'intelligence artificielle et en quoi est-ce qu'elle peut impacter mon quotidien, que ce soit en privé ou au travail. Et je prends des exemples tout bêtes, mais par exemple, la semaine dernière, j'avais un trajet en voiture et je me suis surpris moi-même à discuter avec une IA, avec l'appli Gemini qui avait été sortie par Google. Et pendant une demi-heure, je discutais avec une IA. Donc j'avais un sujet à préparer et je discutais avec lui. Je disais, tiens, sur tel sujet, j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble sur ça. Ah ouais, non, mais là, je trouve que ta réponse, elle est assez foireuse. Gemini, revois ta réponse. Et puis finalement, on a quand même itéré. Et finalement, ça montre quand même des cas où ça change nos habitudes, en fait. Et ce changement, est-ce qu'il peut venir du jour au lendemain? Je n'ai aucune idée. Mais je pense surtout que ça peut arriver que progressivement au niveau de chaque individu. Et c'est vraiment ça qu'on encourage chez Leroy Merlin. Quand on dit qu'on essaie de mettre la data et l'IA aux mains de tout le monde, c'est pour permettre aussi à tous ces gens-là de se poser la question comment est-ce que ça impacte mon métier? Comment est-ce que je profite de cette opportunité pour m'acculturer à ces nouvelles technologies qui peuvent changer mon quotidien, mais on ne sait pas trop comment encore. Et en parallèle, le fait que les gens adoptent de plus en plus, du coup, ça développe pour moi, le conseil que je donne, c'est développer votre esprit critique. Développer votre esprit critique parce que ces IA, du coup, moi je les décris souvent comme étant, c'est mon stagiaire préféré aujourd'hui. Parce que je discute avec lui, je réfléchis avec lui, mais je ne prends jamais pour argent comptant ce qu'il me dit et j'apprends à discerner de ce que je crois vrai et ce sur quoi, du coup, je prends le temps d'aller vérifier mes sources. Après, au niveau de l'entreprise, du coup, les conseils que moi je donnerais, c'est ce sur quoi on est assez vigilant, donc je le disais tout à l'heure, c'est nos fondamentaux, c'est quel est notre patrimoine data et comment on fait pour le maîtriser. Mais c'est aussi comment est-ce qu'on essaie d'investir de manière la plus agile possible par rapport à ce monde, cet écosystème qui est complètement instable. Donc comment est-ce qu'on arrive à lancer des initiatives, à se dire tiens, sur tel process, j'ai une intuition et je vais faire quelque chose avec de l'IA générative pour dire peut-être que ce n'était pas la bonne idée et donc je pivote le plus vite possible pour dire qu'en fait, finalement, on attend que c'était quelque chose, c'était un mauvais choix, on va aller explorer d'autres horizons. Et c'est là vraiment cette dualité entre l'individu qui est dans son quotidien, dans ses processus, et là où j'investis, qui est notre enjeu quand même d'entreprise, un des plus importants aujourd'hui. Leroy Merlin, vous êtes un géant du bricolage. En fait, qu'est-ce que tu recommandes à des PME qui voudraient se lancer dans l'intelligence artificielle générative parce qu'elles n'ont pas forcément les mêmes moyens que vous, et pourtant,
je pense que c'est très pertinent pour elles de se lancer dans l'IA générative. Et on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure, qu'elles étaient un tiers à avoir déjà pris en main l'outil de l'intelligence artificielle générative. Donc en fait, qu'est-ce que tu les conseilles? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont spécifiquement conçues pour les PME? Par rapport à cette question-là, bon, moi, vous l'avez compris, j'ai fait que des grosses boîtes dans ma vie, donc je ne suis pas forcément le meilleur placé au monde pour parler de PME. Mais l'intuition que je pousse chez nous et auquel je crois aussi pour les PME, c'est de se dire que on a des solutions sur le marché qui apparaissent et qui sont quand même plutôt pertinentes pour pas mal de use cases. Et c'est ce que j'appelle vraiment comment mettre l'IA dans le quotidien des personnes. Et donc, que je pense à des chats GPT, des Gemini, des choses comme ça. Vous avez comme des solutions clés en main qui permettent de faire pas mal de choses déjà. Vous avez des startups qui se lancent qui sont quand même qui proposent comme des solutions, des surcouches assez sérieuses pour faire des chatbots customisés sur vos data internes, sur des choses comme ça. Et donc, il y a des choses qui existent qui permettent quand même de prototyper et de faire des tests de est-ce que ça peut apporter de la valeur ou pas. Après, moi, je trouve que le pivot qui est compliqué, c'est de se dire, tiens, j'ai fait le tour des solutions clés en main qui me permettent de tester et de prototyper, et comment est-ce que derrière, je m'outille et m'organise pour passer à une échelle d'industrialisation, et donc changer mes process internes de l'organisation pour dire que finalement, je vais faire ça de manière industrialisée. J'aime bien, il y a pas mal de stars dans le monde de l'IA qui font des parallèles simples, mais il y a des challenges qui sont ultra, ultra compliqués à franchir. Si je prends le cas simple si je vous dis 3 x 7, 3 x 7, c'est simple à faire et tout le monde est capable de le faire avec une calculette à l'ancienne. Du coup, vous faites sur ChatGPT 3 x 7, ça va vous donner le bon résultat aujourd'hui, statistiquement parlant, parce qu'il va trouver que ça fait 21. Mais par contre, ça consomme 1 million de fois plus d'énergie et de coût carbone que n'importe quelle calculatrice que vous pourriez avoir et que vous pourriez utiliser au quotidien. Donc, comment faire en sorte que ces solutions qui sont génériques, qui répondent à des choses, permettent d'être scalées à une échelle d'une organisation qui est beaucoup plus grande? Là, la seule réponse, c'est de retravailler pour ne pas faire de l'over-engineering par rapport à une question qui est toute bête et méchante, de répondre à 3 facettes. Et donc ça, c'est vraiment les solutions sur mesure que nous, on travaille. Comment est-ce qu'au sein d'une PME, on pourra le travailler? Il y a sans doute un sujet de partenariat, d'adoption des technologies qui permettent de faire ça sans over-engineer des besoins simples par rapport à des solutions qui sont oversizées par rapport aux besoins. Pour les TPE, c'est utilisé au quotidien Gemini, donc le ChatGPT de Google, pour faire des comptes rendus de réunions, pour écrire ses mails. Enfin, moi, à titre personnel, j'utilise et c'est un gain de temps considérable. Et il n'y a pas besoin même de développer quoi que ce soit pour ça. Et pourtant, c'est du temps gagné pour tout le monde. Et donc, pour se consacrer à d'autres tâches. Complètement. L'IA générative soulève aussi des questions éthiques qui sont importantes en termes de protection des données, en termes de transparence des algorithmes et de responsabilité. Quelles sont les mesures que vous mettez en place chez Leroy Merlin pour aborder ce sujet? On a toujours 2 échelles de temps. L'échelle de on est en train de prototyper, de tester, sur lequel on est quand même relativement ouvert. Et là, on vérifie surtout à rester dans la loi. Rester dans la loi sans être forcément à un niveau très extrême sur les contrats, sur les choses comme ça. Mais on franchit toujours le palier de se dire, quand quelque chose, on considère qu'il faut investir dessus, se pose la question de comment l'industrialiser. Et là, on part toujours sur des basiques de contractualiser avec des éditeurs sur lesquels, du coup, on pousse des éléments sur la charte éthique, sur le plan d'assurance sécurité et sur le respect de réglementations telles que GDPR, avec la propriété intellectuelle, qui est aussi un sujet qui est beaucoup, beaucoup regardé. Donc, dès lors que moi, j'ai un sujet qui est, on va dire, sérieux, il y a toujours le juridique qui rentre dans la boucle parce qu'on tient beaucoup à notre image de marque aussi en tant que marque préférée des Français sur le monde du bricolage. On tient quand même à la manière dont cette data est qu'on met à disposition pour être utilisée derrière. Après, pour autant, en fait, on se rend compte que c'est un monde qui est assez instable et donc on a beau contractualiser avec n'importe qui, il y a des risques qui existent néanmoins. Parce qu'aujourd'hui, ni OpenAI ni Google vont nous garantir à 100% que leur produit ne va pas faire d'erreur, parce que c'est statistiquement impossible et ça reste des IA génératives qui s'appuient sur Internet, avec du coup des données qui sont plus ou moins bonnes sur Internet. Et donc personne ne pourra nous garantir que ces IA ne vont pas se tromper un jour, et c'est le quotidien de ces IA. Et on a toujours aussi ce risque sur lequel la jurisprudence française n'a jamais vraiment statué aujourd'hui, mais c'est le risque de plagiat. Le risque de plagiat, donc je génère une image,
Contractuellement, je suis garanti que c'est la propriété intellectuelle de Leroy Merlin. Mais par contre, qu'est-ce qui me garantit qu'il n'y a pas quelqu'un qui va se dire que l'image qui a été générée par telle ou telle solution, malgré qu'elle appartienne à Leroy Merlin, du coup, ce n'est pas une copie qui ressemble à 80% de telle ou telle image avec des droits d'auteur. Donc il y a toujours ce risque-là où on attend quand même les premiers cas concrets de la juridiction française qui vont nous poser des questions et qui vont aussi répondre à des basiques. Après, vous avez aussi dans le monde juridique aujourd'hui tout ce qui se dit autour de l'IA Act qui a été légiféré et qui va rentrer en application en 2026, sur lequel on se prépare énormément à comprendre comment ça va s'appliquer et se décliner chez nous. Et enfin, moi, sur le sujet éthique, il y a le sujet qui me tient beaucoup à cœur aussi, sur lequel je pense très sincèrement qu'on n'a pas toujours les bonnes réponses aujourd'hui par rapport à la maturité de toutes ces technos, mais ça reste des technos qui coûtent cher parce qu'elles consomment de l'énergie, parce qu'elles ont une empreinte environnementale qui n'est pas neutre. Donc moi, j'encourage beaucoup mes équipes à ne pas mettre des solutions qui coûtent beaucoup trop cher en carbone par rapport aux besoins et donc les ajuster au mieux par rapport à tout ça. Je vois aussi que des partenaires comme Google essaient de chercher à optimiser leur data center, leurs coûts énergétiques, etc. Mais ça reste quand même des questions qui sont importantes aujourd'hui, qui nous animent au quotidien et sur lesquelles on est en permanence challengé pour ne pas sortir le mastodonte pour répondre à des petits besoins, pour quand même prendre soin de notre planète. À ton avis, le futur de l'IA générative dans le commerce et au-delà du commerce, qu'est-ce que c'est? Sachant que Madame Irma, tu vois, personne ne l'est, donc c'est un peu ce que tu penses aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans la phase où ça va commencer à vraiment se préciser. Nous, souvent, on regarde quand on parle d'IA chez nous, on parle souvent par rapport à la courbe du Gartner qui dit qu'à un moment, vous atteignez un pic et vous redescendez après pour remonter la pente derrière en termes d'usage et d'apport de valeur. Et un truc assez amusant, mais par exemple, chez nous, on a traqué le nombre d'utilisateurs de produits comme ChatGPT ou Gemini. Et finalement, on arrivait à aligner ça sur la courbe du Gartner qui montre que du coup, on a atteint le pic. Et là, on commence la phase de redescente parce que les gens commencent à être déçus et se rendent compte que finalement, ce n'est pas si magique, sauf si on investit un minimum d'efforts pour en faire quelque chose qui tienne un peu plus la route. Et donc l'avenir pour moi, c'est aujourd'hui, on va atteindre la phase de décroissance pour derrière espérer remonter la pente quand même pour se dire, tiens, parmi tous les rêves doux qu'on avait avec l'IA générative, quels sont les vrais éléments qui vont être des transformants pour l'organisation. Donc on sait déjà que dans le quotidien, ça change des choses, mais là, on se pose plus la question de comment est-ce que certains processus vont vraiment être impactés sur cette IA générative. Donc la shortlist de processus, vous avez forcément tous les processus marketing, tous les processus un peu classiques, les processus de relations clients qu'on pourrait avoir, mais parmi ceux-là, lesquels vont vraiment être impactés, c'est les sujets qu'on travaille aujourd'hui, et d'où ça rejoint mon point tout à l'heure sur investir aux bons endroits, parce que c'est vraiment les processus, les gens que ça va changer derrière dans leur manière de faire leur job globalement. Et puis aussi, je suppose, les solutions d'IA générative évoluent à vitesse éclair. Et donc, dans quelques mois, il y aura encore des nouvelles solutions. Et donc, ça va encore vous impacter. Et puis, voilà, ça recommencera. Et concrètement, en termes de futures applications que vous voulez développer chez Leroy Merlin, lesquelles seraient-elles? Celles où tu peux parler, présenter, d'applications génératives. Déjà, le premier truc, parce que là, en fait, on a plutôt contractualisé au tout début de l'aventure OpenAI en France avec ChatGPT à un coût qui est quand même pas neutre pour nous. Et donc là, on se pose la question de faire quelque chose de beaucoup plus massif avec d'autres solutions pour l'ensemble des collaborateurs de l'organisation. Parce que toucher 30 000 collaborateurs, ce n'est pas pareil que toucher quelques milliers de collaborateurs, en tout cas en termes de coûts que ça a pour l'organisation. Donc il y a vraiment qu'est-ce qu'on met à disposition pour tout le monde à 200%, qui est une des questions aujourd'hui. Et après, on commence à approcher quelques use cases qui sont beaucoup plus futuristes, sur lesquels on est beaucoup en exploration. Un sujet sur lequel on croit, et par exemple, tout à l'heure, vous parliez d'éco-responsable, mais comment est-ce que l'IA générative peut aider sur des sujets de seconde vie, de réparabilité notamment. Et on se rend compte, par exemple, que sur des produits, je vais essayer de rentrer un peu dans la technique, mais quand vous rentrez sur des produits comme Gemini, par exemple, qui est, on va dire, un algorithme multimodal, vous arrivez à interagir avec de l'image et du texte. Donc, par exemple, moi, quand on posait la question de qui sont les gens qui connaissent l'Axel, du coup, moi, j'ai pris en photo le logo de l'Axel et j'ai demandé à Gemini, mais c'est quoi ça ? C'est quoi ça? Et il est capable de répondre à cette question parce qu'il va analyser l'image et donner une réponse à la question.
Et c'est des choses qui sont assez prometteuses. Et donc, c'est des choses qu'on explore aussi, par exemple, sur, tiens, je prends en photo telle ou telle tondeuse et j'essaie de lui poser la question, bah, j'ai un problème de moteur sur cette tondeuse, comment le réparer? Et en fait, on se rend compte à chaque fois qu'on a la data que ces algorithmes-là commencent à avoir des bonnes réponses à ces questions-là. Mais forcément, le prérequis, c'est avoir la bonne data, les bonnes photos des tondeuses, les bonnes notices qui permettent de bien réparer ces produits-là, etc. Donc, des usages pour tous et des usages très, très exploratoires sur lesquels on sent qu'il y a un potentiel possible à ouvrir. Si tu devais résumer en une phrase ou deux, ton message aujourd'hui, ça serait quoi? J'adore mon job. J'adore mon job parce qu'on est comme dans un C'est moment. vrai, on sent la passion quand même. Hein. On est dans un moment en fait où il y a un potentiel de transformer les organisations avec un impact fort quand même et en profondeur sur la manière dont les gens font leur métier. En fait, on sent que les gens ont envie de travailler avec nous, ce qui est quand même différent du monde où du coup les gens on cherche à pousser l'IA dans l'organisation. Et là, c'est plutôt l'organisation qui vient avec nous avec de l'IA. Et donc, il y a un potentiel humain et de transformation qui est incroyable. Et en plus, couplé à un monde qui est passionnant en termes de technologie, qui bouge de tous les côtés. Donc, je pense qu'on est au début d'une aventure qui est génialissime pour des gens qui font le job que je fais aujourd'hui. Eh ben, et l'IA générative, en fait, ça permet une véritable démocratisation. L'IA, avant, c'était vraiment le domaine un peu des personnes très tech. Et l'IA générative, en fait, c'est pour tout le monde.